Mesdames, Messieurs, les titres de ce grand journal. En RDC, accusation de soutien de Kigali au mouvement du 23 mars. Les relations s'effritent encore plus et les politiques s'en mêlent. Le président sénégalais et le président angolais se positionnent en médiateurs, tandis que le pouvoir rwandais reste sur la défensive et promet des représailles si les accusations persistent. Et bien sûr, riposte en cas d'attaque. Au Cameroun, crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Rapport armée-nation soudée. Les forces armées du Cameroun ont mené des actions en fin de semaine dernière qui ont permis la libération de plusieurs otages, dont la sénatrice Regina Mundi, suivie de la neutralisation de plusieurs terroristes et une lourde saisie d'armes. Ceci grâce à une collaboration fluide de la population. Dans ce journal, retour sur les faits et analyse de l'apport d'une telle coopération avec les forces armées. Et puis en sport, émancipation de la femme en Afrique. Le programme championne de la FIFA porte des fruits en Guinée-Conakry. Lancé en 2021 par la FIFA, le projet prend ses marques en Afrique de l'Ouest avec au départ 3 pays cibles, le Bénin, le Togo, la Guinée-Conakry. Ces compétitions de football permettent aux jeunes filles d'étudier en même temps tout en brisant les barrières misogynes. Retour sur son implémentation en Guinée-Conakry en fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, voilà pour le sommaire, le déroulé dans un court instant. Démarrons avec l'information en République démocratique du Congo. Entre Kinshasa et Kigali, les relations sont lises. Malgré les demandes d'apaisement de la situation, les autorités congolaises exigent que des sanctions soient infligées au Rwanda. Le pays est accusé de soutenir les mouvements du 23 mars. Bien sûr, et reportage foot dédié. Chose promise, chose due. Annoncé il y a quelques jours, l'ambassadeur rwandais a répondu par une affirmative à la convocation du gouvernement congolais le 31 mai dernier. Au menu des échanges qui n'ont duré qu'une dizaine de minutes, le message de protestation, de mise en garde et de désapprobation du gouvernement congolais contre le soutien du Rwanda aux rebelles du M23. Bien avant cette étape, à la suite d'une réunion du Conseil supérieur de la défense, sous la direction du chef de l'État Félix Tshisekedi, vendredi 27 mai dernier, le gouvernement a annoncé plusieurs mesures contre les rebelles du M23 et le gouvernement rwandais. Parmi ces mesures, le M23 est notamment considéré comme un mouvement terroriste. Il sera donc désormais traité comme tel et de ce fait, il est exclu du processus de discussion de Nairobi. Une mise en garde est faite au gouvernement rwandais dont l'attitude est de nature à perturber le processus de paix qui arrive pratiquement à son terme avec les discussions de Nairobi où tous les groupes armés à l'exception du M23 se sont engagés sur la voie de paix et comme mesure conservatoire, il a été décidé de la suspension immédiate des vols de la compagnie d'aviation rwandaise à destination de la République démocratique du Congo et enfin, il a été également décidé de la convocation de l'ambassadeur du Rwanda accrédité en République démocratique du Congo pour notifier la désapprobation totale du gouvernement congolais. Un dernier point qui a été acté le 31 mai dernier, Kinshasa a d'ailleurs porté l'affaire à l'international. Illustration dans une correspondance au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le chef de la diplomatie congolaise réclame une condamnation sans équivoque et ferme du Rwanda et du M23. Macky Sall, président de l'exercice de l'Union africaine, n'est pas resté inerte face à la situation. Il a appelé de tous ses voeux à un dialogue sous médiation angolaise pour régler les différends entre les deux pays. Dans le même sillage, Wang Xia, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la région des Grands Lacs, a entamé à partir de ce mercredi 1er juin une nouvelle tournée régionale pour apaiser les tensions et banaliser le chemin du prochain conclave de Nairobi. S'exprimant devant les membres du Conseil de sécurité de l'ONU mardi dernier, il a exprimé que son message sera triple et simple, car la région n'a pas besoin d'une nouvelle crise. Il faut maintenir les canaux de dialogue ouverts à tous les niveaux, y compris au niveau communautaire, afin de préserver les progrès acquis ces dernières années.
Reportage signé Ebokeya Ngalé. Parlons à présent de l'actualité sénégalaise. Le président Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, est attendu à partir du 3 juillet à Kiev et à Moscou. Rencontre initialement prévue pourtant le 18 mai 2022. Le but, tabler sur les conséquences de la crise ukrainienne sur l'économie en Afrique. Bala, reportage. Le chef de l'État sénégalais Macky Sall se rendra prochainement en Russie et en Ukraine, au nom de l'Union africaine dont il assure actuellement la présidence. La visite russe, initialement prévue le 18 mai, a été repoussée. Nous avions d'ailleurs reçu une invitation de Moscou pour nous y rendre le 18 dernier. Pour des raisons de calendrier, cela n'a pas été fait. J'ai proposé de nouvelles dates. Dès que c'est donc fixé, je me rendrai naturellement à Moscou, mais aussi à Kiev. La guerre en Ukraine aura finalement empiété sur les nombreuses priorités que Macky Sall s'est fixées alors qu'il arrivait en février à la présidence de l'Union africaine. Sollicité par Vladimir Poutine, le chef du gouvernement sénégalais se rendra définitivement à Moscou le 3 juin prochain. Dans son impartialité face au conflit russo-ukrainien, ce dernier se rendra également à Kiev rencontrer son homologue Zelensky. Pour l'Afrique, nous voulons la paix. Nous ne voulons pas être alignés sur ce conflit. Très clairement, nous voulons la paix. Même si nous condamnons l'invasion, nous travaillons pour qu'il y ait une désescalade. Nous travaillons pour qu'il y ait un cessez-le-feu, qu'il y ait un dialogue. Puisque de toute façon, on finira par s'asseoir autour d'une table. Donc c'est ça la position africaine. Ce n'est pas de dire on est pour ou contre celui-ci ou celui-là. Et nous assumons totalement nos positions. Le président Macky Sall sera accompagné de Moussa Faki Mahamat, le président de la commission de l'organisation panafricaine, a affirmé le 30 mai le président sénégalais. Au Malawi, 12 présumés meurtriers d'un homme albinos encore face à la justice malawite. Leur procès s'est rouvert le 31 mai 2022, accusés d'avoir assassiné un homme albinos. Un verdict attendu par tout le pays, surtout lorsqu'on sait que le pays en question est souvent le théâtre de plusieurs meurtres et agressions sur les personnes albinos. Retour sur les faits avec vous, P. L'assassinat des albinos au Malawi se poursuit. La reprise du procès des 12 présumés accusés du meurtre en 2018 d'un homme atteint d'albinisme s'est ouvert mardi. Sur les 12 personnes, 5 ont été reconnus coupables d'avoir tué McDonald Mazambuka, âgé de 22 ans. Le crime est survenu en pleine vague de meurtres d'albinos au cours de laquelle 40 personnes ont été tuées et 145 autres attaqués au cours des dernières années. Le cas de Mazambuka était plus flagrant, d'autant plus que son frère, un prêtre, un policier et un employé de l'hôpital ont été reconnus coupables d'avoir vendu ou acheté des morceaux de corps humain. Dans son réquisitoire, l'avocat de l'État Pilirani Massanjala a demandé à la Haute Cour de justice une condamnation à la prison à vie des 12 accusés. La perpétuité est ce que nous demandons. Nous espérons que la Cour verra le bien fondé de nos arguments. Une demande jugée excessive par la défense qui plaide une réduction de peine de moins de 10 ans. Nous sommes toujours d'avis que ce n'est pas assez grave pour justifier la peine maximale. Pour nous, la jurisprudence que nous avons lue, que nous avons également présentée au tribunal, stipule que ce sont les meurtriers de masse, les tueurs en série, qui méritent la peine maximale. Pour celui... Dans ce pays d'Afrique australe, les personnes atteintes d'albinisme sont victimes des attaques meurtrières et des crimes rituels liés aux fausses croyances où leurs organes sont censés apporter pouvoir et richesse. Dans cette lutte pour le respect de leurs droits, les albinos peuvent compter désormais sur les juges et tribunaux qui imposent des sanctions plus sévères aux coupables des actes criminels dont ils sont la cible. Ce jugement et ces longues peines d'emprisonnement sont un message du système judiciaire indiquant que de tels meurtres et violences ne seront pas tolérés.
Et parlons à présent de l'actualité en Afrique du Sud où le chômage est en baisse. Le taux de chômage est donc en baisse du côté de l'Afrique du Sud. C'est une annonce faite par l'agence gouvernementale de statistique du pays. Eh bien, le gouvernement l'a annoncé le 31 mai 2022 et les chiffres tournent autour de 34,5% seulement au premier trimestre de l'année 2022. Plus de précision, c'est avec vous, Emma Moto. En Afrique du Sud, une lueur d'espoir semble se dessiner sur le front de l'emploi pour la première fois depuis 2 ans. Le taux de chômage officiel est légèrement en baisse au premier trimestre 2022 par rapport au trimestre précédent, alors que l'économie du pays avait été frappée durement par la pandémie à Covid-19. Ces derniers chiffres sont un pas dans la bonne direction pour le gouvernement de Cyril Ramaphosa. Le taux de chômage s'établit désormais à 34,5%, selon l'Institut sud-africain des statistiques, soit une baisse de 0,8%. La première depuis juillet 2020, 370 000 emplois ont été créés lors du premier trimestre de l'année, notamment grâce au programme du gouvernement dans les secteurs des services communautaires et sociaux. L'industrie et le commerce ont également contribué à cette embellie. Cette bonne nouvelle est cependant relativisée car le nombre de personnes occupant un emploi, soit un peu moins de 15 millions d'actifs, est plus faible qu'avant la pandémie de Covid-19. Le pays conserve l'un des taux de chômage les plus élevés au monde et avec une définition élargie qui prend en compte ceux qui ont abandonné toute recherche d'emploi. Ce taux grimpe même jusqu'à 45,5% avec des jeunes actifs qui restent toujours les plus vulnérables. La première puissance industrielle du continent compte désormais 14,9 millions de travailleurs sur une population de près de 60 millions. Le nombre de chômeurs a diminué de 60 000 par rapport au trimestre précédent pour atteindre 7,9 millions. Dans l'actualité camerounaise, la mairie de la ville de Douala a organisé un guichet d'opération unique de facilitation des actes d'urbanisme. Ceci s'est ouvert le 31 mai 2022 avec pour but de rapprocher l'administration communale des populations, ceci qui se fait dans un contexte où les litiges fonciers en monnaie courante dans le pays et surtout dans les grandes métropoles du Cameroun. C'était en présence du deuxième adjoint au maire de la ville et le premier adjoint au maire de Bonassama. Retour sur les faits avec vous, Noira. L'accès à une parcelle de terrain, encore moins son acquisition, s'apparente de plus en plus à un casse-tête chinois de nos jours. Et pour pallier à cette situation, encore que les litiges fonciers sont monnaie courante au Cameroun, la mairie de la ville de Douala, dans son rôle avant-gardiste, faire de Douala une ville attractive et moderne où il fait bon vivre, a procédé le 31 mai 2022 au cercle municipal de Bonassama au lancement des journées portes ouvertes de l'initiative guichet unique de facilitation des actes d'urbanisme. Cette première journée de portes ouvertes du guichet unique qui s'inscrivent simplement dans la continuité de ce que nous avons commencé l'année dernière au mois de novembre avec les premières journées de l'urbanisme qui a pour objectif d'informer, de sensibiliser et de vulgariser le guichet unique. La communauté urbaine, depuis l'arrivée de l'exécutif municipal, nous avons engagé un certain nombre de réformes, parmi lesquelles celui de la vulgarisation des plans d'occupation des sols et des actes administratifs d'urbanisme. Une opération qui voit son démarrage dans le 4e arrondissement de Douala et qui entend s'étendre dans les autres arrondissements de la ville économique. Il est question pour nous de décentraliser, informer, sensibiliser les populations. Voilà pourquoi nous avons engagé ces journées portes ouvertes du guichet unique qui vont se déployer dans d'autres arrondissements. Nous avons commencé avec l'arrondissement de la 4e
nous allons nous déployer dans les autres arrondissements dans les jours à venir. Sur le terrain, les chiffres sont prometteurs. La population, grâce à la sensibilisation, s'y intéresse davantage. Il faut simplement dire que d'après les statistiques qui sont en notre possession, il y a une augmentation significative du nombre d'actes délivrés, année après année. Nous notons un certain frémissement de la part des populations qui de plus en plus se rendent à nos bureaux pour s'acquérir des modalités de délivrance de différents actes et pour certaines pour déposer effectivement leur dossier. La question foncière étant une réelle préoccupation nationale, l'initiative de la CUD est la bienvenue, laquelle vise d'ailleurs à rapprocher l'administration communale des populations. Toujours dans l'actualité camerounaise, crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, la libération de la sénatrice RDPC Elisabeth Regina Mundi, chose saluée par plusieurs patriotes, rappelle également que cette opération de l'armée camerounaise a été possible grâce à la collaboration parfaite des populations de Batibo, ce qui permet à notre rédaction de For You Media de s'interroger sur le rapport armée-nation et ceci dans ce reportage signé Tiama. Depuis environ 6 ans, l'insécurité règne dans les régions du nord-ouest et sud-ouest du Cameroun. Entre raquetage, agression, destruction des biens matériels et kidnapping entre autres, tout y passe. La démonstration de ce climat s'est encore faite récemment au travers de l'enlèvement de la sénatrice Regina Mundi. Cette dernière a passé un mois dans les mains des ravisseurs. C'est dans la nuit du 30 mai 2022 qu'elle a été libérée par les forces de défense et de sécurité qui menaient alors en ces lieux une opération contre un refuge terroriste. Une opération musclée qui aura aussi permis de libérer d'autres otages. Un exploit militaire qui est à saluer et dont on ne saurait aussi se garder d'apprécier le rôle joué par les populations de cette localité. Preuve de ce que le rapport armée-nation est en marche. C'est une évidence dans la mesure où si la population n'aurait pas coopéré, cette dame n'aurait jamais été livrée. Et il faut savoir qu'elle n'était d'ailleurs pas seule parmi les otages retenus, il y en avait d'autres. Ça signifie que dans toutes les bases des sécessionnistes ambazoniens, on doit retrouver certainement des centaines de personnes qui sont dans cette situation, mais qui malheureusement sont connues par les Ambazoniens, mais également par les populations qui vivent dans cette zone de conflit. L'union faisant la force, la relation armée-nation serait un atout à même d'aider à tordre le cou des groupes armés. La solution, telle que ça se dessine, ce serait de renforcer, pourrait reposer en partie sur le renforcement de la collaboration entre les forces de défense et les populations. Malheureusement, on a quand même le sentiment qu'il y a que ces populations ne collaborent pas assez. Pourtant elles sont victimes d'un bourreau et préfèrent à la limite protéger ces bourreaux. Comme cela a été le cas dans le conflit Boko Haram, la population du nord-ouest et du sud-ouest gagnera à s'impliquer dans la lutte contre une invasion territoriale. Du moins, elle doit être prête à collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Un exploit de l'armée et surtout une démonstration de force et de maîtrise du terrain qui permet peut-être de s'interroger. L'armée est-elle bien sûr au contrôle de toute la situation dans le nord-ouest et du sud-ouest? Une analyse servie par Moto Mbole. Alors que la question de la situation conflictuelle dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun taraude les esprits aussi bien de l'opinion nationale qu'internationale, sur le terrain, là on assiste à une démonstration de force des forces de sécurité et de défense. Preuve de ce que, si besoin en était encore, que l'armée républicaine contrôle la situation sur le terrain. Malgré la multiplicité des modes opératoires des bandes armées, auteur de plusieurs agressions, viols, tueries et enlèvements, l'armée camerounaise, bien qu'ayant connu quelques pertes en vies humaines sur le théâtre des opérations, est sur une balance bien plus équilibrée que celle de l'ennemi en termes de trophées de guerre. Après la neutralisation de plusieurs leaders de certaines bandes armées,
les forces de défense et de sécurité, à qui les instructions fermes ont été données, et quant aux tactiques et stratégies entreprises sur le terrain, viennent à nouveau de faire parler leur hégémonie à travers la libération de plusieurs otages, au rang desquels la sénatrice Regina Mundi, qui aura passé un mois de captivité dans les mains des assaillants. Cette opération militaire menée contre un refuge terroriste a permis de neutraliser une dizaine de terroristes dans la soirée du 30 mai 2022 au lieu dit Achong, à Batibo, dans la région du sud-ouest Cameroun. Tout part au moment où un détachement militaire tente une approche du repère quand des bandes armées ou de morts armés ouvrent un feu nourri, tandis que leurs camarades tentent de prendre la poudre d'escampette avec les otages. Seulement, mal leur en a pris. Cette action de l'armée camerounaise est un signal fort à l'endroit des ennemis qui devraient désormais bien se tenir. Parlons à présent du Hajj 2022. 1 milliard de francs CFA, c'est la somme allouée à la Commission nationale du Hajj pour la subvention du pèlerinage à la Mecque. Initialement prévue sous la somme de 3 294 500 francs CFA, celle-ci a subi un coût d'1 52 000 francs CFA de réduction, une somme assez salutaire pour la communauté musulmane, nous dites-vous, Fotso. L'Association solidaire pour la vocation islamique du Cameroun, ASOVIC, remercie le chef de l'État pour son écoute, sa haute attention et ce haut geste de magnanimité à l'endroit des musulmans du Cameroun. Une fois encore, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a écouté les supplications des fidèles musulmans quant à l'accomplissement du pèlerinage à la Mecque, l'un des 5 piliers de l'islam. La communauté musulmane qui, selon le communiqué du MINAC du 30 mai 2022, devait débourser 3 294 500 francs pour le voyage à la Mecque, doit désormais payer 2 242 000 francs CFA, soit une réduction de 1 052 000. Une réduction qui fait suite au communiqué de l'ASOVIC du 31 mai 2022, dans lequel les fidèles imploraient le chef de l'État pour son soutien. La communauté musulmane du Cameroun est très sensible à la haute instruction du chef de l'État au ministre des Finances, portant subvention d'appoint au Hajj 2022 à hauteur, n'est-ce pas, d'1 milliard de francs CFA. L'Association solidaire pour la vocation islamique du Cameroun remercie profondément le chef de l'État. Reconnaissant l'incidence du dit soutien sur le prix global du voyage, Fesset Mounir interpelle la Commission nationale du Hajj à un partage équitable du don du chef de l'État. Nous souhaitons donc que ce don de magnanimité du chef de l'État soit alors distribué avec parcimonie aux ayants droit. Et tout en se faisant disponible pour le MINAT, ce dernier entend apporter une contribution majeure pour la restructuration de la Commission nationale du Hajj, qui, en date, souffre de l'absence des organisations autorisées par le chef de l'État. Pour rappel, le Hajj aura lieu du 7 au 12 juillet 2022 en fonction du calendrier lunaire. Merci Fotso. Parlons à présent de coopération économique et commerce. Échanges commerciaux entre le Cameroun et l'Asie. La Chambre africaine de commerce va jouer les entremetteuses entre les opérateurs économiques camerounais et les industries économiques asiatiques. La secrétaire de la Chambre consulaire, Dr Sendo, était dans la ville de Douala au Cameroun. Des précisions dans ce reportage signé Noira qui était sur le terrain. Depuis son accession à l'indépendance, le Cameroun entretient des relations économiques fortes avec l'Asie, notamment la Chine et le Japon. Et depuis lors, la Chine s'est érigée en posture de premier partenaire économique du Cameroun. Cela peut d'ailleurs s'observer avec la forte implication des pays asiatiques dans la réalisation des projets au pays de Paul Biya ou encore de Ségis Matomba. Et du fait des effets de la crise russo-ukrainienne, mais aussi de la coopération entre l'Afrique et l'Europe qui ne bénéficie pas au continent
Il devient urgent pour nos pays, mais bien plus pour les investisseurs africains en général, et camerounais en particulier d'élargir de nouveaux champs. C'est tout le sens de la visite récemment tenue à Douala de la présidente de la Chambre africaine du commerce d'Asie au Cameroun, Dr Sendo, était venu rencontrer les médias pour présenter son projet. Je suis ici pour faire que les gens connaissent qu'il y a une chambre de commerce maintenant qui va prendre soin de eux, les businessmen, les start-up, les petites entreprises. On est là maintenant pour vous. Si vous avez besoin d'investeurs, vous avez besoin de partenaires, vous avez besoin de gens hors du Cameroun. Nous sommes là pour vous accompagner. Quand je viens vers les médias, c'est juste parce que je sais qu'avec le média, ça fait comme ça, pouf, ça part dehors, tout le monde va connaître. Une visite de travail qui rentre dans le cadre de l'objectif de la Chambre africaine de commerce d'Asie au Cameroun et les missions déclinées ici par sa présidente. Pour créer le bilateral trade. Parce que le bilateral trade, c'est quelque chose que nous ici, on ne connaît pas ça absolument. Parce que tu sais que tu as une vision, tu as un projet et le projet là, c'est pour toi. Ce n'est pas quelque chose que tu peux partager avec les gens. Mais c'est quelque chose qu'on doit changer la mentalité des gens. Pour savoir que quand même, tu dois chercher quelqu'un que tu peux travailler avec eux. Tu dois créer absolument un MOU avec eux. Nous sommes là pour vous accompagner aussi. Le positionnement de l'Asie de nos jours au regard de son investissement en Afrique et son invitation à 2 éditions du Forum économique mondial de Davos, notamment lors du 48e Forum, où le Premier ministre indien était l'invité d'honneur en 2018 et en 2017, le président chinois Xi Jinping, il ne demeure pas moins qu'au regard de ces indicateurs, l'économie mondiale ne peut se faire sans l'apport de l'Asie. Réinsérer les populations carcérales via l'agriculture, c'est le projet que nourrit le Cameroun et c'est d'ailleurs le plan mis sur pied par l'association Aresod en collaboration avec le ministère de la Justice au Cameroun et matérialisé dans la région du littoral à présent. Plus de détails, c'est avec vous, Nkandjok. Réinsérer la population carcérale en milieu socio-professionnel. C'est ainsi que le président de l'association Aresod définit l'objectif de sa structure. Selon lui, le problème des prisonniers n'est véritablement pas d'être en prison, plutôt de savoir que feront-ils une fois dehors. Aresod, c'est l'association pour la réinsertion sociale de l'Économie. Et quand je parle de réinsertion sociale, il s'agit précisément de la réinsertion socio-professionnelle, la formation. Je vais toujours expliquer, la plupart des détenus, notre problème, ce n'est pas d'être en prison, mais c'est lorsqu'ils sortent. Une fois sortis de prison, que la prison peut comment. Pour ça, tous les idées. Et on n'a pas préparé des structures de les former avant leur sortie de prison. Si l'on prenait la peine de former les détenus pendant leur incarcération, cela pourrait empêcher leur récidive. C'est dans cet ordre d'idées que sa structure, avec le soutien du ministère de la Justice, a décidé d'offrir une formation dans le domaine agricole, de la pisciculture, entre autres, du côté du village Bakate à Lonako, région du littoral, aux détenus en voie de sortir. Normalement, la prison devait être un centre de formation. C'est-à-dire, on a écrit dans un centre de formation. Et lorsque les détenus entrent, on essaie de les lancer, et de trouver bien précis ceux qui n'ont pas de formation, on les forme. Parce que la plupart récidivent juste parce qu'ils n'ont rien appris à faire. Et arriver d'abord à saisir cette opportunité et s'installer en tant que structure qui accompagne l'État du Cameroun à la réinsertion des détenus. Pour les apprenants, l'initiative est appréciée et cela leur permet d'avoir des rêves, une fois hors des géoles. Il y a pour faire le macabo, des fichiers au champ, le plantain, les légumes. Mais je suis vraiment fier puisqu'en étant ici, ça m'aide beaucoup. Ça me permet aussi d'apprendre beaucoup de choses pour pouvoir sortir aussi, essayer de faire aussi pour moi. Le projet Aresod permet une fois de plus de démontrer que l'agriculture est l'activité de demain.
le programme championne FIFA mis sur pied en 2021 qui vise bien sûr à promouvoir l'émancipation et surtout l'égalité des sexes semble être sur la bonne voie. Le constat a été fait dans plusieurs pays africains, notamment le Togo, le Bénin et à présent en Guinée-Conakry, où l'éducation de qualité est promise à ces jeunes filles qui s'adonnent au sport du football, bien sûr, puisqu'on en parle, et brise les barrières inégales dans les différents pays. Reportage à suivre avec vous, Nguéni. Dans un environnement protecteur, la promotion du leadership des jeunes filles et l'égalité des sexes passe nécessairement par la pratique du football. C'est du moins la mission que se donne la Fédération internationale de football association dans sa lutte contre les attitudes et les pratiques discriminatoires à l'encontre des femmes et des jeunes filles. Le projet lancé en 2021 avec pour cœur de cible le Bénin, le Togo et la Guinée porte déjà ses fruits, notamment dans ce pays de peu plus de 13 millions d'habitants où 54% de filles sont mariées avant 17 ans et 29% ne sont pas scolarisées. Je permets à la jeune fille guinéenne de s'émanciper socialement et économiquement. On lui apprend à se prendre en main et à être leader dans tous les domaines d'activité qu'elle va se choisir demain. En plus, ce projet a permis de sensibiliser les communautés à accepter de laisser les filles non seulement aller à l'école, mais éviter les mutilations génitales. À l'image du Bénin et du Togo, elles sont nombreuses, ces jeunes filles, à avoir répondu favorablement au projet, preuve que l'initiative peut clairement contribuer à faire évoluer les mentalités. Le projet Championne, c'est un projet de rassemblement. Ça permet aux jeunes filles de briser les tabous qui existent entre hommes et femmes. Et je pense que durant ces 3 ans, j'aurai une fille compétitive non seulement au niveau national, mais au niveau international. Ce programme championne de la FIFA s'inscrit par ailleurs dans la stratégie de promotion du football féminin mise en place depuis octobre 2018, les premiers fruits étant clairement perceptibles sur le terrain. Le football africain, bien sûr, qui brise les barrières et les tabous entre hommes et femmes. Merci Nguéni, c'est avec cette note sportive que nous refermons cette autre édition d'information sur For You Télévision. Mesdames, Messieurs, merci d'y avoir pris part. Les programmes se poursuivent sur votre télé. Bonne soirée.